et que la Côte d'Ivoire et le Mali se soient retrouvés face à face dans une telle crise qui en réalité fait perdre à notre pays, comment on appelle ça, fait perdre de vue à notre pays l'essentiel de ses préoccupations sécuritaires au nord, au centre, etc. C'est pourquoi, dès le début, j'avais été presque seul à soutenir qu'il fallait libérer ces soldats-là, non pas parce qu'ils étaient venus au Mali dans des conditions régulières ou que c'était de bons samaritains, mais simplement pour éviter que la crise aille trop loin et ne distrait le Mali de ses principales préoccupations. Mais on en est là. Toujours est-il que le dossier a été judiciarisé. 3 personnes ont été libérées, mais 46 autres restent détenus au Mali. Maintenant, la logique de la Côte d'Ivoire est simple. C'est que en droit communautaire dérivé, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO est l'organe suprême de la CEDEAO, et quand elle prend une décision, cette décision s'applique de manière immédiate et souveraine dans l'ensemble des États membres de la CEDEAO. C'est ça, bien entendu, qu'il y a sur le papier. Mais la Côte d'Ivoire souhaite donc que la question soit débattue par la conférence des chefs d'État, où elle a une certaine prédominance sur le Mali étant même suspendu de cette instance-là jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. Donc la Côte d'Ivoire souhaite que la conférence des chefs d'État ordonne au Mali de libérer les soldats, et sur la base d'une telle résolution, la Côte d'Ivoire compte mobiliser contre le Mali la communauté régionale et internationale. D'accord. Mais bien entendu, il y a loin du papier à la réalité. Le Mali avait déjà gagné en justice contre l'UEMOA, et les chefs d'État de l'UEMOA n'ont pas exécuté la décision. Donc il n'est pas du tout évident que même en présence d'une décision de la conférence des chefs d'État, le Mali va s'exécuter. Ce n'est pas du tout évident. Donc, je vous l'ai souvent dit, on est en matière politique, et quand la politique entre dans une pièce, le droit sort par la fenêtre. D'accord, on va revenir un peu à l'aspect au niveau de la CEDEAO. Comment est-ce que vous analysez les derniers événements, la montée de la tension ces derniers jours? Merci, M. Tangara. Merci, Sekou, et bonsoir à tous. J'aimerais quand même rappeler que il y a eu un rebondissement suite à la dernière visite du ministre nigérian des Affaires étrangères qui était porteur de message au président de la transition du Mali. Et à sa sortie d'audience, on a cru comprendre ce qui a été dit, en tout cas officiellement, que le président Buhari du Nigeria, qui avait quand même demandé une solution définitive au problème des 49 militaires ivoiriens qui sont arrêtés au Mali, et à laquelle la partie malienne, notamment le président de la transition, avait répondu qu'il fallait une solution durable. Bon, on a aussi parlé de l'aspect transactionnel d'un échange potentiel. Mais ce que je puis dire, c'est que, vous savez, en politique, nous sommes toujours dans des dynamiques. Nous sommes toujours dans des dynamiques, et ce sont des jeux d'intérêt. Ce sont des jeux d'intérêt, ce sont des jeux d'influence, ce sont des jeux de pouvoir et de domination. Et dans le cas d'espèce, vous avez la plus importante nation de la CEDEAO, en l'occurrence le Nigeria, la première puissance économique du continent et de la CEDEAO, et le pays le plus peuplé d'Afrique, qui intervient en faveur de la Côte d'Ivoire dans notre espace sous-régional qu'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. M. Konaré l'a dit, la conférence des chefs d'État et de gouvernement, je lui avais dit, lorsqu'il avait quand même stipulé que la Cour de justice avait décidé que les chefs d'État devaient se plier, je lui ai dit non. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO est l'organe suprême de décision de la CEDEAO. Et c'est elle qui nomme d'ailleurs tous les membres des différentes instances de la CEDEAO.
et les décisions se prennent par consensus. Et vous savez que le président de la transition du Mali n'a jamais participé à un sommet de la CEDEAO. Donc, qu'est-ce qui va se faire? On va essayer de raser sa tête en son absence. Donc, consensuellement, évidemment, c'est ce qu'il faut entrevoir. Je pense que la Côte d'Ivoire a saisi la balle au rebond, s'est adjoint le Nigeria, et va probablement s'adjoindre le Ghana et le Sénégal, j'en suis sûr. Maintenant, et pour essayer de quand même trouver une décision consensuelle contre le Mali. Bon, l'affaire est judiciarisée, mais en même temps, je pense qu'avec la médiation togolaise et le président Bouhari aussi qui a offert ses services, mais je ne le vois plus comme un médiateur parce que je pense qu'il a déjà pris parti, fait cause pour une des parties. Donc, je ne vois pas très bien comment cela va se terminer, mais nous sommes dans des conjectures et puis nous verrons bien ce qui va se passer. Mais je pense que le Mali doit s'apprêter à ce que la Côte d'Ivoire amène ça vraiment devant les chefs d'État. D'accord, on va refaire dans l'autre sens de la montre. En allant aux États-Unis, Aristide Sidibé, sur ce plateau, on parle régulièrement de principe de subsidiarité, c'est-à-dire une décision prise par la CEDEAO est entraînée par l'Union africaine, par l'ONU. Il se trouve que dans le cas des 49 militaires ivoiriens, l'ONU avait déjà tranché en disant que ce n'étaient pas des éléments nationaux de soutien. Est-ce que si on doit aller sur la base du principe de subsidiarité, cette décision ne doit pas être transposée cette fois-ci à la base, à l'Union africaine, à la CEDEAO qui s'apprête à se réunir autour du Mali? Effectivement, M. Tangara, mais sauf que on a... C'est un peu comme les textes de la CEDEAO sont un peu à l'image des textes de l'UEMOA. Il est clairement dit dans les textes de l'UEMOA que les réunions se tiennent dans le pays qui dirige l'UEMOA et que les réunions sont présidées par le président de ce pays. La dernière fois, le sommet qui a condamné le Mali à des sanctions s'est tenu au Ghana, alors que le président du Ghana n'est même pas membre de l'UEMOA. Alors c'était une illégalité formelle et flagrante, mais ça n'a pas empêché la décision de s'exécuter. Monsieur Sidibé, qui intervient de New York, a dit qu'il n'était pas... du Texas, hein, ouais. Donc dit qu'il n'est pas d'accord avec moi, mais il n'a pas dit en quoi il n'est pas d'accord avec moi. D'accord. Il ne l'a pas dit. Nous sommes tous d'accord que la légalité dans cette matière-là a foutu les camps et que nous sommes dans un rapport de force. J'ai évoqué le fait que la CEDEAO a été saisie par la Côte d'Ivoire et que le Mali ne sera pas présent pour se défendre. Nous sommes dans un rapport de force et la Côte d'Ivoire n'a pas d'autre moyen que d'entrer dans cette voie-là, à moins de prendre les armes contre le Mali. D'accord. Voilà. Avant de faire réagir... Et quant à Mao, il disait tantôt que la conférence des chefs d'État était l'organe suprême de la CEDEAO, ce dont nous sommes d'accord, mais ça n'empêche pas que les décisions de la conférence des chefs d'État soient soumises au contrôle de légalité de la Cour de justice, de l'UEMOA ou de la CEDEAO. Ok, Massir, avant que vous n'interveniez, on fait réagir Sidibé. Monsieur Sidibé, pourquoi vous n'étiez pas d'accord avec Maître Konaré? En fait, merci de m'avoir donné cette occasion. Je ne suis pas d'accord, j'ai dit que je ne suis pas d'accord avec lui sur le fait qu'il avait dit que au début de cette affaire, qu'on devait mettre seulement cette affaire. Vous savez, il y a deux chefs d'État et non des moindres, francophones, qui ont refusé d'appliquer les décisions de justice de la CEDEAO. Bon. D'accord. Massir Diop, est-ce qu'il est tard? Est-ce que la raison, la voie diplomatique qui avait conduit à la libération des 3 dames sur les 49, est-ce que cette raison, cette voie diplomatique, il faudrait s'en éloigner? Est-ce que c'est encore trop tard, tout ça? Bon, sincèrement, moi, je ne pense pas qu'il soit encore trop tard pour revenir sur la table des négociations et discuter. Ça peut se faire de façon bilatérale, comme ça peut se faire de façon également multilatérale. Tout à l'heure, vous évoquiez le cas du sommet extraordinaire de la CEDEAO qui devait se tenir à New York. Moi, je dis que c'est pas un président. On a
vu d'autres sommets. Une fois, je me rappelle, c'était pendant que Ibeka était encore au pouvoir, il y a eu un sommet de l'OMVS qui s'était tenu au Koweït en marge d'une conférence de l'OCI. Bon, ça, c'est des occasions pour se retrouver souvent. C'est pas forcément. Est-ce que c'est forcément dit que on doit être sur le pays qui dit bon, il y a ces machines souvent, c'est un peu difficile à faire fonctionner. Quand on a une occasion, on se réunit sur une question pour essayer de l'évacuer. Moi, je pense que diplomatiquement, on n'a pas encore usé de toutes les voies. On a vu l'Union africaine qui est intervenue à travers la dernière visite de Macky Sall. Sur le plan sous-régional, on a vu également le président burkinabé, le chef d'État burkinabé qui était là. Il y avait le ministre des Affaires étrangères, je crois, du Nigeria. Le Togo essaie de s'impliquer. L'ONU est là. Donc je pense que toutes ces organisations sont en train de voir dans quelle mesure il faut essayer d'éteindre ce feu avant qu'il ne prenne d'autres tournures. Je pense que les voies ne sont pas épuisées. Toujours est-il qu'il faut encore insister là-dessus et lâcher du lest. C'est important. Est-ce que toutes les cartes sont épuisées, Modibo Makalou, les voies de dialogue, une solution à l'amiable pacifique? Non, loin de là. Loin de là. Je pense que le dialogue continue et les concertations continuent, la médiation continue. D'ailleurs, il y a plus d'acteurs maintenant. Je pense qu'on va trouver une solution, mais il faut se souvenir que, vous savez, nous sommes dans un monde mondialisé où l'information est instantanée. Je vois cela comme une guerre des communiqués, parce que c'est après le communiqué du Conseil national de sécurité du 14 septembre que le Premier ministre intérimaire a réagi. Et vous voyez, chaque pays, chaque dirigeant en politique tient compte de son opinion publique. C'est Alfred Sauvy qui dit que l'opinion publique est le parti politique le plus important dans les pays. Donc, ce n'est pas forcément que l'adresse est adressée, concerne l'extérieur. C'est pour l'opinion publique. Mais quand ça s'est reçu de l'autre côté, c'est comme si c'était une déclaration ou quelque chose. Bon, donc si nous continuons comme ça avec les communiqués, ça va être contre-productif. Et je pense que la médiation doit s'impliquer, d'ailleurs, pour que peut-être qu'on mette balle à terre, ou en tout cas que de moins en moins qu'il y ait des communications qui puissent ne pas aller dans le sens d'un dénouement heureux de cette crise. D'accord. Maître, comment est-ce que vous voyez la suite des événements? Moi, je n'ai qu'une prière, c'est qu'on sorte vite par la voie amiable de cette crise qui n'aurait jamais dû exister. Le Mali a beaucoup d'autres priorités pour s'attarder sur un épiphénomène de ce genre. Je comprends que des gens ne soient pas d'accord avec moi lorsque je demandais dès le départ qu'on libère sans trop de protocole ces soldats. Je les comprends. Mais mon but était justement d'éviter cette crise-là qui nous distrait de nos vrais problèmes. D'accord. Monsieur Sidibé, un dernier mot là-dessus. Vous, comment est-ce que vous entrevoyez la suite de ce bras de fer? Moi, je pense, je suis avec M. Makalou, il faut donner le temps au temps. Cette situation va se décanter, mais contrairement à ce que Amassé a dit, une réunion des chefs d'État de la CEDEAO aux États-Unis, et je dis ça par rapport à certains avocats avec lesquels on a fait des consultations ici, et ça dépend de la décision qu'ils vont prendre, parce qu'il y a des lois américaines qui interdisent certaines activités à partir du territoire américain. Donc c'est pour cela que je dis que cette situation va se décanter, comme Makalou l'a dit. On est dans un jeu stratégique et la solution va se trouver, il faut donner le temps au temps. D'accord, donc si je vous comprends, il y a des démarches là-bas, sur place aux États-Unis, pour attaquer ce sommet de la CEDEAO s'il se tenait sur le sol américain? Effectivement, comme vous le savez, il y a une diaspora guinéenne et malienne ici, qui sont très bien intégrés. Ils sont très bien intégrés. Ils sont en train de faire des consultations pour voir la légalité des décisions contre leur pays d'origine.
le système américain est totalement différent du système français ou européen. Il y a des possibilités pour ceux qui sont ici et qui sont de nationalité malienne ou guinéenne pour attenter des procès contre ces pays qui se mettent à prendre des décisions contre de déstabilisation. Le mot-clé dans cette histoire, c'est les mesures, le genre de décision qu'ils vont prendre. D'accord. J'espère que ça ne va pas mettre la puce à l'oreille au chef d'État de la CEDEAO pour reporter cette rencontre. Ils le savent, M. Tangara, si je peux m'exprimer ainsi. Si vous devez constater qu'il y a quelques jours, il y a eu quelqu'un dont je ne vais pas citer le nom, a dit que le sommet sera à l'initiative de l'Union africaine et de l'Union africaine et des Nations Unies. Ça n'enlève en rien le caractère illégal, potentiel de certaines décisions. D'accord. Donc je m'arrête là. Ok, merci. Monsieur Sidibé, vous restez avec